Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. C'est Madame Rahal, professeure de français au lycée pilote de l'Ariana. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'écrit et plus précisément l'étude de texte, une partie imposante dans votre épreuve du bac. On va voir comment repérer et distinguer les composantes du raisonnement argumentatif. On va vous sensibiliser au rôle de l'exemple dans la stratégie argumentative, parce que généralement, les élèves n'accordent pas beaucoup d'importance à l'exemple dans un texte argumentatif. Vous allez voir qu'il a son poids dans l'argumentation de l'auteur. Et on va repérer et expliquer les procédés d'écriture permettant d'optimiser l'acte de convaincre. Mais on va s'intéresser également à la méthodologie. Comment comprendre la consigne pour identifier la tâche demandée, pour cibler la tâche demandée dans une question, c'est important. Comment est-ce qu'on peut répondre à une question de compréhension avec précision et avec clarté. Et finalement, on vous fournira un outillage méthodologique en guise de préparation à l'épreuve du bac. Je vais peut-être vous surprendre, parce que là, je ne vais pas commencer par lire le texte, mais je vais commencer par vous parler d'une approche inversée qui pourrait vous aider à mieux comprendre le texte en le lisant. En quoi consiste cette approche inversée? Il est astucieux peut-être de commencer par lire les questions de compréhension. Pour quelle raison? Parce que les questions de compréhension posent problème pour la plupart des élèves, pour ne pas dire tous. Ils se croient en situation de difficulté, alors que réellement, ces questions sont les alliés des élèves, sont vos alliés dans la réponse, sont vos alliés pour comprendre le texte. Et je vais vous montrer, preuve à l'appui, comment est-ce que ces questions vont vous aider à trouver la bonne réponse. Vous allez gagner sur plusieurs plans. Vous allez pouvoir recueillir des informations sur le texte. Le questionnement, en fait, les questions de compréhension. C'est un petit texte sur le texte support sur lequel vous êtes interrogé. Ça va vous aider à la compréhension en lisant le support. Et ça va orienter également votre lecture et vous allez gagner énormément sur le plan du timing. Vous allez éviter, en lisant une question et voir le déroulement des autres questions, vous allez éviter d'empiéter sur les autres questions dans votre réponse. Ça va être un balayage des différentes réponses et des différentes questions. J'ai adopté un débit vraiment très lent pour vous laisser le temps de lire la question et surtout de prendre votre temps de cibler l'idée directrice sur laquelle repose chaque question. Question numéro 1, petit a. Quelles sont les principales inventions qui ont révolutionné le monde de la communication? Justifiez votre réponse par un indice textuel. Donc, prenez le temps de cibler l'idée directrice. Petit b, quel impact ont ces inventions sur la pratique de l'écrit? Petit 2, le succès du téléphone s'explique par ses multiples mérites. Citez-en 3. Question numéro 3. Petit a, l'auteur approuve-t-il toutefois ces nouveaux moyens de communication? Reformulez son point de vue en prenant appui sur un procédé d'écriture dont vous expliquerez le fait. Et finalement, quel rôle joue l'exemple cité à la fin du texte dans la stratégie argumentative de l'auteur? Je suppose que vous êtes intéressé à ces idées-là. Regardez. Vérifiez si vous avez ciblé l'idée principale de chaque question. On va essayer de convertir maintenant ces phrases interrogatives en phrases assertives, en phrases affirmatives. Voilà ce qu'on va obtenir comme information sur le texte qu'on n'a pas encore lu. Et vous allez trouver que finalement,
c'est un petit texte sur le texte. Voilà ce qu'on obtient. Des inventions importantes ont révolutionné le monde de la communication. Ces inventions ont eu un retentissement sur l'écrit, un impact sur l'écrit. Parmi ces inventions, il y a le téléphone dont le succès s'explique par ses multiples avantages. On va devoir montrer, indice à l'appui, si l'auteur approuve ou désapprouve ces moyens de communication. Et quelque part, là, dans la question, on a repéré l'adverbe toutefois, qui a une valeur concessive. Cette concession, c'est par rapport à la question numéro 2, qui sous-entend qu'il ne va pas vraiment adhérer. Donc, il faut capter même l'articulateur logique qui est dans la question. En lisant, est-ce qu'il approuve, désapprouve? Il y a toutefois. C'est une concession, donc je dois lire d'une manière avertie, éclairée, intelligente. Et finalement, regardez toutes ces informations qu'on a sur le texte. On ne fait pas de mauvais départ. Dès le début, avant même de découvrir mon texte, je sais qu'il s'agit d'un texte argumentatif. Pourquoi? Parce qu'on me parle de point de vue de l'auteur, on me parle d'une stratégie argumentative et on me donne également à voir la valeur de l'exemple dans la stratégie argumentative de l'auteur. Donc regardez-moi, toutes ces informations sur le texte, elles ne sont pas parachutées. La question, quelque part, reprend une idée essentielle dans le texte. Elle était présentée sous une forme interrogative, maintenant on l'a sous une forme assertive et on part serein dans notre lecture du texte. Donc cette approche inversée pourrait aider certains d'entre vous parce que, comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, les élèves se sentent en situation de difficulté. Alors vous avez vu que chaque question porte en elle une demi-réponse, porte en elle les prémices d'une réponse. Toutes ces informations recueillies vous serviront d'éléments éclaireurs. C'est comme si c'était des torches qui nous aident à voir clair dans le texte. Là, c'est d'une manière métaphorique, bien sûr. Et vous permettront, ces questions-là, une lecture ciblée, intelligente du texte. Ainsi, les questions ne sont jamais conçues pour vous mettre en situation de difficulté, mais elles sont des éléments de réponse. Elles contiennent des éléments de réponse qu'il faut savoir détecter parce qu'elles sont le miroir du texte, une copie du texte. En lisant les questions, vous n'allez pas vous mettre à jouer, à reproduire l'idée, la mettre dans une phrase assertive. Vous n'avez pas le temps de le faire, mais vous avez le temps de lire et de convertir mentalement. Ce travail-là se fait en quelques secondes. Je lis, je cible et je passe. Donc c'est un travail qui se fait d'une manière rapide. Ne pensez pas que vous êtes appelé vraiment à passer votre temps à convertir la question en une phrase assertive et voir finalement qu'on a un petit texte sur le texte. C'est un travail vraiment qui n'a aucune utilité sans vous faire perdre de temps. Mais c'est un travail qui vous invite à être dans la réflexion, dans la remise en question, d'être averti en lisant. Tout est mental, tout est là. La gestion du temps, c'est vous qui l'avez. Vous n'avez pas le temps de faire ça. Le travail va se faire sur le texte. Donc, ne perdez pas de temps inutilement. La lecture, faites-la d'une manière réfléchie, d'une manière intelligente. Vous allez gagner vraiment, dans ce cas, doublement. Le texte, on va le découvrir. Et là, je commence par la lecture. La civilisation de l'imprimé est entrée en décadence au milieu du XXe siècle. Au règne de la graphie succède, depuis quelques dizaines d'années, le règne de la phonie et de la scopie. La civilisation de la phonie et de la scopie dessaisit la main de ses attributions fondamentales. Exemple banal, la diffusion de la communication téléphonique est peu à peu entrée dans la pratique journalière au détriment de la correspondance scripturale. Un coup de téléphone coûte moins d'effort qu'une lettre. Il permet d'entendre la voix et la vie de l'interlocuteur. Il autorise les bavardages interminables, chers au cœur féminin et parfois masculin. De plus, la relation instantanée annule les délais d'attente de la réponse. Solution de facilité qui transfère une grande partie de la vie familière et familiale en cas de séparation proche ou lointaine sur le réseau des télécommunications. Aujourd'hui,
Madame de Sévigné téléphonerait à sa fille chaque soir pour lui donner le film de la journée à l'heure où diminue le coût de la communication. Georges Gustorf, autobiographie, 1912-2000. C'est un auteur français, contemporain, mais comme vous voyez, la consonance du nom est allemande parce qu'il est d'origine allemande. Le texte contient quand même quelques mots difficiles et j'aimerais bien revenir avec vous pour que par la suite la compréhension du texte ne pose pas problème. On voit décadence, déclin, chute, c'est des mots vraiment clés dans le texte. Désaisir privé, dépossédé, au détriment d'eux, au dépend d'eux. Attribution, c'est dans le sens de pouvoir, compétence, fonction de la main. Scriptural, c'est l'adjectif qui veut dire écrite. Graphie, écriture, représentation écrite d'un mot. Phonie, abréviation de téléphonie, de radiotéléphonie. Et la scopie, c'est l'image. La question numéro 1, vous l'avez déjà repérée dans le questionnement. Quelles sont les principales inventions qui ont révolutionné le monde de la communication? Justifiez votre réponse par un indice textuel. On va faire un petit travail sur la consigne. La plupart d'entre vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent et se mettent à écrire. Là, c'est un travail fait à la va-vite et vous risquez de passer à côté de la réponse. Faites attention. Une question, également, elle est à étudier, également mentalement, c'est-à-dire le tableau, vous n'êtes pas appelé à le reproduire. Je suis en train de reproduire plutôt le cheminement de la pensée, votre manière de comprendre et les étapes à faire, mais tout ça se fait en même temps que vous êtes en train de répondre. Mais vous répondez là d'une manière réfléchie. Je me pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une question de repérage? Est-ce qu'on me demande seulement de repérer des indices et de les insérer dans une réponse personnelle? Oui, réellement, quelles sont les principales inventions? C'est une question de repérage et la tâche demandée, elle est très simple. Repérer les principales inventions et vous vous contentez de donner un indice du texte. Mais là, derrière cette réponse, on attend, est-ce que vous répondiez comme il se doit? Parce qu'on va évaluer votre aptitude à répondre. On va évaluer votre capacité à répondre, c'est-à-dire si vous avez su cibler la tâche, trouver les principales inventions qui sont déjà citées dans le texte, vous n'avez pas interprété, et d'intégrer ceci dans une réponse personnelle appuyée par un indice. Et le tour est joué et vous avez gagné votre réponse. On va voir les indices maintenant. Voilà, la civilisation de l'imprimé est entrée en décadence au milieu du XXe siècle et on a au règne de la graphie, succède depuis quelques dizaines d'années le règne de la phonie et de la scopie. Et c'est repris au début du second paragraphe. La nouvelle civilisation de la phonie et de la scopie dessaisit la main de ses attributions fondamentales. Les indices. Je ne fais que repêcher les indices et les placer. Et je me dis, qu'est-ce que je comprends? Je comprends qu'il y a deux inventions qui sont importantes, principales, et qui sont relatives à la technique du son et de l'image. Je n'ai pas paraphrasé le texte. J'ai compris que voilà, je remplace phonie et scopie par son et image. Et l'indice, il est placé là. Et finalement, voilà ce que j'obtiens. Une réponse claire, ciblée. Hein. La tâche, elle est également ciblée. Je ne risque pas de passer à côté de la réponse. Quelles sont les principales inventions? On répond, les deux principales inventions qui ont révolutionné le monde de la communication sont le son et l'image. En témoignent les indices suivants. Au règne de la graphie succède le règne de la phonie et de la scopie. Passons à petit b. Quel impact ont ces inventions sur la pratique de l'écrit? L'impact, ça aussi c'est une question de saisie globale. Pourquoi saisie globale? Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs conséquences, plusieurs impacts sur la pratique de l'écrit.
Donc, trouver dans le texte les conséquences de ces inventions. Il faut comprendre que impact, c'est pris dans le sens de conséquence ou de retentissement ou d'effet, je dirais, sur l'écrit, sur la pratique de l'écrit. Et dans le texte, bien sûr, l'écrit, c'est tout ce qui est en rapport avec le genre épistolaire. Et on va voir si l'élève a bien compris le texte pour repérer ces conséquences-là, pour les repérer et voir dans ces indices quelle est la part que je dois donner pour chaque conséquence par rapport à l'indice et reformuler la conséquence par ses propres moyens linguistiques. Il ne faut pas reprendre le texte tel qu'il est. Non, il faut s'approprier l'idée, l'exprimer par ses propres moyens, et le texte sert d'appui que ce que j'ai dit est vrai et que je suis dans le bon sens. Hein? Sinon, vous êtes un peu dans la pauvreté lexicale et vous ne faites que recopier, hein, ce qui montre que l'élève n'a pas la compétence qu'il faut de se détacher de ce qui est dit pour mobiliser, je dirais, son bagage linguistique et lexical et former la même idée avec ses propres moyens à lui. Finalement, on va passer aux indices. Les indices sont là. On voit en décadence. On parle de conséquences. Il y a décadence qui veut dire chute, déclin. Hein. L'imprimé est entré en décadence, c'est-à-dire qu'il est marqué par ce déclin. Et la nouvelle civilisation de laquelle on a parlé dans la première question, la phonie et la scopie, dessaisit la main de ses attributions fondamentales, dépossède la main de ses fonctions essentielles, à savoir l'écriture épistolaire. On a ici, c'est repris en rouge, au détriment de la correspondance scripturale, au détriment de la lettre. Le concurrent de la lettre, vous l'avez constaté en lisant tout à l'heure le texte, c'est le téléphone. J'ai repéré mes indices et je les mets là. Je dois traduire cette idée-là par des éléments de réponse qui viennent de moi. L'idée, je la comprends d'une manière juste, mais je dois vraiment l'exprimer avec mes moyens linguistiques, mes moyens lexicaux. Je vois la civilisation de l'imprimé est entrée en décadence, c'est-à-dire les moyens de communication ont détrôné l'écrit. Ont causé la chute, le déclin, la ruine des écrits épistolaires. Ça, ce n'est pas le texte, c'est une réponse personnelle. L'indice, il est là. On va voir comment, par la suite, on va insérer l'indice dans la réponse, parce que ce ne sont que des éléments de réponse. La nouvelle civilisation de la phonie et de la scopie dessaisit la main de ses attributions fondamentales, ce qui revient à dire que la main de l'homme est dépossédée de ses compétences essentielles, entre autres, le pouvoir d'écrire des lettres. Et finalement, la communication téléphonique est entrée dans la pratique journalière au détriment de la correspondance scripturale, c'est-à-dire que le téléphone a supplanté la missive, a supplanté la lettre. La réponse à laquelle on s'attend est la suivante. Les inventions modernes, le son et l'image, ont détrôné l'écrit. Certains indices le confirment. Au règne de la graphie succède le règne de la phonie et de la scopie. C'est particulièrement le téléphone qui a supplanté la lettre, notamment le genre épistolaire, pour régner en maître dans le monde de la communication. Plusieurs indices dans le texte le confirment, le prouvent. La communication téléphonique est entrée dans la pratique journalière au détriment de la lettre. Maintenant, la question numéro 2, le succès du téléphone s'explique par ses multiples mérites. Le téléphone présente beaucoup et plusieurs avantages qui ont fait de lui, qui lui ont donné de la force et pour régner en maître, je dirais métaphoriquement, et pour pouvoir écarter la lettre. La question, c'est une question de repérage. Généralement, les premières questions, je dis, sont des questions faciles, des questions de repérage. Je dois relever 3 avantages du téléphone. Il n'y a pas de plus facile que ça. Même un élève moyen sera capable de le faire. Ce n'est pas difficile. Et là, vous allez être évalué et voir si vous êtes capable de dégager, de nommer ces avantages-là. Bien sûr,
en revenant toujours à une réponse personnelle, ce n'est pas dans la paraphrase. J'ai un coup de téléphone coûte moins d'efforts. Les indices, d'abord, on va les voir. Le téléphone coûte moins d'efforts qu'une lettre. La relation instantanée annule les délais d'attente de la réponse. Et le téléphone, c'est une solution de facilité de la vie familiale et familière, et en cas de séparation proche ou lointaine. Voilà ce que j'ai comme indice. J'ai mes indices, je dois les traduire par mes moyens, à moi, en tant qu'élève. Il coûte moins d'efforts, c'est-à-dire que le téléphone offre plus de facilité dans le contact et moins d'efforts. Les relations, quand on passe un coup de fil, le contact est établi instantanément, rapidement. Donc on parle d'un contact rapide et instantané. Il transfère une grande partie de la vie familiale et familière. Tout simplement, le quotidien, le vécu est transmis par un simple coup de fil et finalement, la relation instantanée annule les délais d'attente. Ce n'est pas la missive, la lettre prend du temps pour arriver à son destinataire. Le téléphone, on prend le téléphone, on répond de suite, il n'y a pas de temps perdu. Donc la distance même, si elle est lointaine, ne pose pas de problème. La distance, quelle qu'elle soit, ne représente plus un obstacle. La lettre met du temps pour arriver. Le téléphone, on est en contact avec la personne concernée instantanément. Et voilà, on aboutit à une réponse également très simple. Le texte énumère plusieurs avantages attribués à ces moyens de communication modernes, en l'occurrence le téléphone. L'on cite parmi ces avantages l'économie d'effort et la facilité du contact, moins d'efforts qu'une lettre, l'indice, la spontanéité et le naturel de l'échange, on s'appuie sur la relation instantanée, et l'immédiateté et l'authenticité de l'interaction, annule les délais d'attente. La question numéro 3. Là, on n'est plus dans le repérage. Là, on est dans une question d'interprétation et c'est là qu'il faut faire attention. Regardez, l'adverbe toutefois, il est marqué en rouge et ce n'est pas un hasard. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit que généralement, les questions données, c'est une copie du texte support. Il doit être le miroir du texte. Et rappelez-vous également que dans la deuxième question, on a parlé des avantages du téléphone qui a fait de lui le maître de la communication. Est-ce que l'auteur va approuver ces moyens de communication? Il est pour, il est favorable ou non? Le concepteur a pensé vous faire un clin d'œil à travers cet adverbe-là qu'il faut capter dans n'importe quelle question, n'importe quel adverbe, que soit c'est pour donner une concession, soit une opposition, je ne sais pas, soit une explication. À vous de voir, ce n'est jamais donné arbitrairement. Donc soyez attentifs à la consigne. Et on nous dit de reformuler son point de vue en prenant appui sur un procédé d'écriture, expliquer l'effet de sens de ce procédé. Notre texte est écrit d'une manière particulière parce que la stratégie argumentative adoptée par Georges Gustorf est quelque part, je dirais, intéressante. Pourquoi? Parce que si je regarde mon texte, en aucun moment, je ne vois qu'il se prononce et qu'il dit son point de vue. Est-ce qu'il y a une thèse énoncée? Regardez. Également dans le deuxième paragraphe et dans le troisième paragraphe. Je reviens donc au premier paragraphe. Regardez bien, il n'y a pas de prise de position, il n'y a pas de thèse énoncée. Paragraphe 2 et 3, je n'arrive pas à voir une prise de position. Est-ce qu'il y a des verbes d'opinion pour dire, voilà, à un certain moment, l'auteur s'oppose, il dit je conteste, je m'oppose, je suis contre. Je ne vois pas de verbe d'opinion non plus. Il y a un problème. Que faire? Peut-être bien que l'énonciation pourrait m'aider à trouver le point de vue de l'auteur. Comment? Parce que dans une situation d'énonciation, telle que le cas d'un texte d'idées,
l'auteur est censé se manifester au moyen d'un pronom personnel, le « je », ou bien le « nous », ou bien s'adresser à quelqu'un d'autre, le « vous », donc « vous » par rapport à moi, auteur. Également, je ne vois pas de pronom personnel qui renvoie au locuteur et qui peut, ces pronoms-là qui peuvent m'orienter vers le point de vue. Bien, dans ce cas, je ne dois considérer que les marques de subjectivité. Pourquoi les marques de subjectivité? Parce que ces marques de subjectivité vont me montrer un peu le point de vue, s'il est favorable ou défavorable, le jugement qu'il porte, est-ce qu'il est positif, négatif. Là, je vois la civilisation de la paix est entrée en décadence. Il y a le mot décadence, on l'a expliqué, déclin, chute. Dessaisir, il y a l'idée quand même de violence. Hein. C'est la phonie et la scopie, dessaisit, la nouvelle civilisation de la phonie et de la scopie, dessaisit la main de ses attributions. C'est comme s'il y avait un rapport de force. Il y a au détriment de la correspondance scripturale, au détriment d'eux. On parle là du téléphone qui autorise les bavardages interminables. Donc, vous voyez très bien que dans la phrase qui suit, il autorise les bavardages interminables, chers au cœur féminin. On détecte une image, c'est une hyperbole, il y a une exagération dans la parole. Plus loin encore, une vie familière, c'est le quotidien, le vécu est transmis à travers les communications téléphoniques. Et finalement, on a le film de la journée. Madame de Sévigné téléphonerait à sa fille chaque soir pour lui donner le film de la journée. Également, ces communications sont toujours accompagnées d'une longueur un peu exagérée. Si on essaie de synthétiser tout ça, on a vu que le point de vue n'est pas explicité. Donc, c'est une piste qu'on n'a pas su exploiter. On a vu que l'énonciation, tout ce qui concerne les critères d'implication, le je, le nous, le tu, il n'y a pas de trace, on a écarté l'implication, l'énonciation. Parce que même s'il y a une marque d'énonciation qu'on voit là, aujourd'hui, elle ne concerne pas le point de vue exprimé d'une manière claire et explicite. Non, on va commenter par la suite l'adverbe aujourd'hui. Et on voit un lexique péjoratif, dessaisir au détriment, il y a également familière, qui m'oriente sur un point de vue défavorable par rapport à ces moyens de communication. Il n'est pas enthousiaste, l'auteur, vis-à-vis de ces inventions qui nous ont fait perdre quelque chose de capital, à savoir l'écriture épistolaire, le genre épistolaire. C'est clairement expliqué à la fin du texte. On aura l'occasion de répondre à cette question numéro 4 plus tard. Je ne vais pas empiéter sur ça. Donc revenons un peu à notre tableau et voilà, et voyons ce qu'il donne. J'ai dit qu'il s'agit d'une question d'interprétation. La question numéro 3, on s'intéresse à la consigne. Il y a toutefois, je dois me poser la question, quelle est la valeur de toutefois? Elle introduit une relation logique de concession, c'est-à-dire on s'attend dans la question numéro 2, puisqu'on parle des avantages du téléphone, est-ce que l'auteur adhère à ces avantages-là et valorise le téléphone? Toutefois, nous dit, faites attention, il ne faut pas aller dans ce sens-là. On a une conséquence inattendue, déviée, laquelle, c'est que forcément, celui qui a une lecture intelligente de la consigne va se dire, je dois être averti et traduire réellement la valeur de cette concession par rapport au texte. Je reviens, comme on l'a fait, au texte et on voit des marques de subjectivité qui basculent. Toutes ces marques-là basculent vers une opinion défavorable. Donc l'avis de l'auteur n'est pas explicité clairement. Il faut chercher les indices, degrés d'implication ou les marques de subjectivité. On a écarté les degrés d'implication et on s'est centré sur les marques de subjectivité. On est appelé à les interpréter. Donc la tâche, c'est de relever les indices. Également, c'est les traduire certains en procédé d'écriture
et bien sûr les interpréter. On doit interpréter ceci, c'est pas au sens premier. Et vous allez être évalué sur votre capacité à interpréter, votre capacité à expliquer. Est-ce que vous avez saisi le sens? Est-ce que vous avez pu cerner ce point de vue de l'auteur qui a jugé bon de ne pas dire son point de vue clairement? Il a préféré la subtilité, la suggestion de la langue plutôt que de dire les choses d'une manière évidente et claire. Et ça, c'est une force de son côté. Comment dire les choses, comment exprimer son avis sans le montrer clairement. Il invite son lecteur à découvrir, à percer, à détecter chaque détail, chaque mot, chaque indice dans le texte, à l'interpréter. Donc, il s'adresse à un lecteur intelligent qui sait traduire les signes dans un texte. Et également, ça entre dans sa stratégie argumentative. Chacun voit la manière, la tactique. On parle de stratégie argumentative, mais vous avez certainement entendu parler d'une stratégie militaire. Et dans les deux cas, quelle tactique on adopte? Quel plan on prend? Quelle manière de faire nous permettra d'arriver à notre but? Pour l'auteur, son but, c'est de nous convaincre. D'accord? Pour un militaire, son but, c'est de gagner la guerre. Et nous, notre, bien sûr, devoir, c'est de gagner l'épreuve du bac. Alors, les marques de subjectivité, on a souligné sur notre papier, sur le support, les indices qui portent les marques de subjectivité, dessaisit la main de ses attributions, bavardage interminable, téléphonerait à sa fille pour lui donner le film de la journée. On va voir comment est-ce qu'on peut trouver les procédés d'écriture qui servent d'appuyer ma réponse. Là, dessaisit la main, c'est un procédé lexical. Ce qui va suivre, ce sont des procédés stylistiques. Dessaisir, je peux travailler tout simplement sur le verbe dessaisir. Le privatif, le préfixe privatif des traduit l'idée de privation. Et qui parle de privation veut dire il y a un manque, il y a une perte. La main de l'homme est dépossédée de l'une de ses compétences essentielles, à savoir l'écriture. Et quelle écriture? L'écriture épistolaire. Pourquoi? Parce que le téléphone a remplacé la lettre. Par rapport aux images, je peux travailler, j'ai un indice là, je regarde l'indice, je me dis, il y a interminable, l'idée d'exagération est là, donc je peux l'exploiter et travailler sur l'hyperbole. Elle s'offre à moi, l'hyperbole. C'est clair et net, il n'y a pas de confusion. L'hyperbole traduit l'idée que le discours est synonyme de prolixité, de verbosité, un flot de paroles superflues. Par ailleurs, l'autre indice qu'on a souligné dans le texte, téléphonerait à sa fille pour lui donner le film de la journée. Madame de Sévigné, donc, va appeler sa fille, appellerait, je dirais dans le conditionnel, dans l'irréel du présent, appellerait sa fille pour lui raconter le film, le défilement des événements dans les détails et dans le prosaïsme le plus développé, quoi. Et là, c'est la métaphore, le film de la journée. Cette métaphore insiste sur la longueur de la communication qui est dénudée d'importance. On est dans le bavardage également. On répond à la question. On nous demande un procédé. Je ne développe qu'un procédé. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de perdre votre temps et de dire, voilà, moi je vais utiliser le préfixe privatif en termes lexicaux, et je vais travailler sur l'hyperbole. Si ce premier procédé ne marche pas, il est faux, on va m'en compter le second. Eh bien non, on se limite uniquement au premier procédé, qu'il soit juste ou faux. Et conséquemment, vous allez perdre votre temps à développer, à expliquer le second procédé qui ne va pas être pris en compte. Alors soyez efficace et intelligent, faites ce qu'on vous demande. Un procédé, je prends un seul procédé. Et l'effort, au lieu que ce soit un effort double, ça va être un effort concentré sur un seul procédé. Je prends le temps de choisir, d'expliquer, de comprendre. Et là, je ne risque pas de perdre la réponse.
L'auteur désapprouve cette forme de correspondance téléphonique, malgré ses avantages. En effet, il se montre défavorable aux moyens de communication modernes dont l'invasion, le pouvoir et la rapidité nous ont fait perdre le plaisir d'écrire et ont évincé le genre épistolaire. Le préfixe privatif de, des, dont le verbe dessaisir, l'effet de sens, absolument l'effet de sens, parce qu'il faut repérer la phrase qui contient le procédé, de préférence souligner les termes qui concernent le procédé, écrire la phrase, ce n'est pas dans la longueur, mais une phrase qui soit claire, pas trop longue, etc. Donc, je relève la phrase, je nomme le procédé et je développe l'effet de sens. 3 étapes essentielles. Je nomme le procédé, je n'écris pas la phrase, je donne l'effet, tout est faux. Ce n'est pas le correcteur qui va chercher la phrase à votre place dans le texte. Donc, les 3 étapes doivent exister dans votre réponse. Une seule réponse est suffisante parce qu'on ne vous demande qu'un seul procédé. Vous allez me dire, oui, cet élève aura trouvé peut-être le préfixe privatif « des ». Un autre élève travaillera sur le vocabulaire dépréciatif. L'adjectif interminable, décadence, détriment, qui montre qu'il y a un jugement. Ils n'ont pas un sens commun pour pouvoir les nommer. Interminable n'a pas le même sens que décadence, mais le trait commun entre les 3, c'est l'idée d'un jugement négatif. Donc, je suis dans un lexique dépréciatif. Je ne peux pas donner de nom, de titre. Je ne peux que donner et le qualifier de mélioratif, péjoratif, appréciatif, dépréciatif. C'est le cas pour notre texte. C'est un lexique dépréciatif. Je n'ai pas le droit de le nommer. Les moyens de communication modernes n'ont causé que des ravages à l'écrit et n'ont favorisé que le prosaïsme. Peut-être qu'un autre élève prendra le champ lexical du bavardage. Le champ lexical, c'est tout ce qu'il y a de plus facile à développer et tout ce qu'il y a de plus facile à perdre. On peut gagner facilement 1 point, 2 points sur le champ lexical, mais comme certains ne font pas attention, on peut également facilement le perdre. Un champ lexical doit d'abord contenir des mots qui tournent autour de la même idée. D'accord ? Je dois le nommer, le champ lexical. S'il n'est pas nommé, ça ne compte pas, c'est faux. Je dois repérer les termes et il doit y avoir un sème commun, un sens commun, traduisible en titre. Et généralement, c'est 4-5 mots pour formuler un champ lexical. L'hyperbole, bavardage interminable, c'est une hyperbole certes, mais elle a un effet ironique. L'exagération ils tournent en dérision un petit peu ces personnes-là qui passent tout leur temps à téléphoner, des heures à parler. À quoi bon perdre son temps à ne rien dire d'essentiel? Parce que dans la lettre, on est limité et au téléphone, tout le monde bascule dans le bavardage. La métaphore reprend également l'idée de la longueur dans la communication, et il termine par cette belle note ironique. Comment est-ce que Madame de Sévigné, épistolière du XVIIe siècle, si elle était parmi nous, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle passerait son temps à parler à sa fille et elle choisirait le moment où le coût de la communication n'est pas fortement taxé pour gagner en temps et en argent, je dirais. Finalement, la question numéro 4, quel rôle joue l'exemple cité à la fin du texte dans la stratégie argumentative? Et là, je vous appelle à faire attention à l'exemple que certains d'entre vous ne regardent même pas ou ne considèrent pas l'exemple dans sa juste valeur, parce que l'exemple peut avoir l'autorité d'un argument. L'exemple, tout un texte peut reposer sur un exemple pilier.
Et vous allez voir que la stratégie argumentative de l'auteur, celle de ne pas dire son avis d'une manière explicite, celle d'être dans la subtilité du style, de suggérer le point de vue, mais il doit également nous donner une preuve qu'il n'adhère pas à ça. Et la preuve, c'est cet exemple-là, qu'on va voir de près à la fin du texte. Et c'est noté dans les 2 dernières lignes. Madame de Sévigné, aujourd'hui, l'énonciation, aujourd'hui, à notre époque, maintenant, Madame de Sévigné téléphonerait à sa fille chaque soir pour lui donner le film de la journée à l'heure où diminue le coût de la communication. Cette touche à la fin, ironique, elle est très belle. Qui est Madame de Sévigné? C'est une épistolière du XVIIe siècle. Elle est connue par quoi? Elle est connue par l'abondance de ses lettres adressées à sa fille. 1120, dont 767 adressées à sa fille. Et la correspondance scripturale lui a permis de se faire aider pour combler un manque que sa fille a laissé après son mariage. Revenons un peu à la consigne, c'est important. C'est une question d'interprétation, donc il faut bien comprendre l'exemple pour bien répondre à la question. La tâche demandée, c'est expliquer le rôle de l'exemple et son importance dans la stratégie argumentative, cette fameuse stratégie qui est là. Parce que chaque texte argumentatif, l'auteur adopte sa propre stratégie. D'accord? Et l'élève va être évalué sur ceci. Est-ce qu'il a été capable de lire l'exemple, de le comprendre et d'interpréter le sens? Et un élève intelligent va se dire, mais que vient faire Madame de Sévigné, épistolière du XVIIe siècle, dans un contexte moderne? Il dit aujourd'hui, alors qu'elle faisait partie des écrivains du XVIIe siècle. Ça dérange. On se pose la question. C'est un exemple réel, en fait, parce qu'elle a réellement existé. Donc, exemple littéraire, exemple réel. Madame de Sévigné est connue par ses lettres. Sauf que le contenu, lui, est irréel. Qu'est-ce qui fait de ce contenu qu'il soit irréel? Tout simplement, il y a un conditionnel. Madame de Sévigné téléphonerait à sa fille pour lui donner le film de la journée. Téléphonerait. Il faut comprendre que ce n'est pas possible qu'elle soit là pour téléphoner. Donc, le conditionnel a la valeur de l'imaginaire. L'auteur imagine que si Madame de Sévigné vivait parmi nous, elle délaisserait l'écriture épistolaire et succomberait à la tentation de téléphoner au lieu d'écrire les lettres. Et là, on aurait perdu tout un patrimoine littéraire, à savoir ce qu'elle a légué comme œuvre épistolaire. Et pour moi, je dois sortir un petit peu de ces indices de l'explication pour voir que le rôle de l'exemple, c'est d'illustrer l'argument suivant. Le téléphone a supplanté la lettre pour ses multiples mérites. Il a écarté la lettre et malheureusement, on a beaucoup perdu parce qu'on n'est plus intéressé par les missives. Et même la grande épistolière, Madame de Sévigné, délaisserait, elle aussi, si elle vivait parmi nous, bien sûr, délaisserait les missives, les lettres et choisirait le téléphone pour parler tout le long de la journée à sa fille. Donc, quel est le rôle de cet exemple? Cet exemple-là, c'est pratiquement le pilier de l'argumentation, moi je dirais. Il a la même autorité qu'un argument, mais il nous donne à voir qu'est-ce qu'on a perdu à cause du téléphone. Qu'est-ce que le téléphone nous a fait perdre réellement? Et là, on passe à la réponse. Qu'est-ce qu'on attend de vous? L'exemple donné dans les 2 dernières lignes joue un rôle majeur dans la stratégie argumentative de l'auteur. Si Madame de Sévigné était de notre époque, elle utiliserait
excessivement le téléphone pour ses multiples services. Cet exemple-là a une valeur argumentative pour nous convaincre que même l'icône de l'art épistolaire renoncerait aux missives, aux lettres, au profit des communications téléphoniques si elle était parmi nous. Si vous n'avez pas compris la valeur du conditionnel, vous ne saurez pas trouver le sens et la valeur de cet exemple. Donc, faites attention. Le choix du mode doit vous interpeller. Et c'est là que je dois faire fonctionner mon cerveau et voir pourquoi, et se poser les bonnes questions. Pourquoi il met aujourd'hui, qui est un adverbe en rapport avec l'énonciation, pourquoi aujourd'hui et là j'ai le conditionnel. Pour quelle raison? Si ce n'est pour exprimer l'imaginaire, elle ne fait pas partie de notre époque, on est dans l'irréel du présent. L'exemple, sa force et sa portée, l'emploi du conditionnel attribue à cet exemple une tonalité ironique. En effet, la correspondance littéraire, à travers le genre bien sûr épistolaire, serait remplacée par un verbiage entre mère et fille. Si le téléphone était au XVIIe siècle, on n'aurait pas reçu tout l'héritage littéraire de Madame de Sévigné. Quelle perte! Ce qui explique implicitement et de façon détournée la position de l'auteur, qui ne peut que s'inscrire dans la noblesse de l'écrit littéraire et non dans la platitude du bavardage quotidien. Autant l'exemple de Madame de Sévigné illustre le franc succès du téléphone et son caractère irrésistible, autant il l'accuse de nous priver du plaisir d'échanger des lettres et de banaliser abusivement nos échanges. Pour synthétiser, pour être un peu dans l'efficacité du travail, dans la réponse à une question de compréhension, voilà ce qu'il faut faire pour n'importe quel texte. Retenez ceci. Quand j'ai une question, je dois me demander si j'ai bien compris la question, si j'ai bien souligné les mots-clés et si j'ai bien ciblé la tâche à réaliser. Donc, c'est important. Les indices, je dois repérer les indices appropriés à la question, parce que le texte fourmille d'indices, mais je dois dénicher les indices les plus appropriés, les plus efficaces, les plus pertinents. Soyez pertinent dans votre réponse. Identifier, expliquer le procédé d'écriture adéquat. Il y a des élèves, des fois, qui me disent « Madame, mais voilà, c'est un procédé, il est juste, et il est dans le texte, pourquoi vous ne l'avez pas compté ?» Je ne peux pas le compter puisqu'il n'est pas en totale cohérence avec l'idée en rapport avec la question. C'est vrai, c'est un procédé. Il a repéré le procédé, il a relevé la phrase, il a donné un effet de sens un peu général, mais il ne sert pas, comme il se doit, la question. Donc faites attention. Ne prenez que les procédés pertinents que vous allez utiliser dans votre réponse. Et ne prenez que le procédé que vous maîtrisez. C'est un procédé, vous avez un tâtonnement, une hésitation, ne le prenez pas. Il y en a d'autres. Allez-y, soyez dans la maîtrise de ce que vous écrivez. C'est important. Et dans la réponse, je dois reformuler ma réponse en utilisant mon vocabulaire. Pas de paraphrase, mon vocabulaire, mon lexique, mes moyens linguistiques. Évitez bien sûr, dans ce cas, la paraphrase. Et la réponse doit être claire, ce n'est pas dans la longueur. La concision paye et la clarté également. Soyez concis, clair et efficace dans la réponse, pas de bavardage. Les indices, on doit les insérer dans la réponse. Ça ne fait pas de mal. Ça ne peut que confirmer ce que vous dites. Et donnez-vous le temps de lire et de relire la réponse. Tout ce travail-là, c'est un travail mental. Tout ce travail-là, c'est à vous de gérer votre manière de comprendre. Et vous allez voir, vous allez être récompensé en retour. C'est pratiquement ce que je viens de lire méthodiquement les questions, repérer les mots, les phrases, les procédés d'écriture, éviter la paraphrase, relire ses réponses pour s'auto-corriger et répondre avec clarté. Vous pouvez même
faire une capture d'écran, ce n'est pas la peine de nous attarder encore plus là-dessus. La partie langue est également essentielle, elle suit la compréhension. Ici, on vous demande de chercher l'antonyme du mot souligné et d'utiliser l'antonyme que vous avez trouvé dans une phrase de votre composition. Et voilà ce qu'on a. La civilisation de l'imprimé est entrée en décadence au milieu du XXe siècle. Quand il y a un mot important dans un texte, généralement, vous avez l'explication. Donc, vous comprenez au moins le sens. Quel est l'antonyme le plus approprié? Je peux parler de l'essor, du progrès. L'antonyme, donc. L'essor technologique nous a assuré une meilleure qualité de vie. Mais un élève pourra proposer le progrès technologique nous a assuré une meilleure qualité de vie. Et là, la question est inspirée quelque part du texte parlant de l'irréel du présent. Conjuguer les verbes entre parenthèses de manière à exprimer l'irréel du présent. Si Madame de Sévigné, être de notre époque, elle téléphonait ER à sa fille chaque soir pour lui donner le film de la journée. Voilà ce qu'on obtient. L'irréel du présent, imparfait, suivi du conditionnel présent. Si Madame de Sévigné était de notre époque, elle téléphonerait chaque soir à sa fille pour lui donner le film de la journée. Finalement, répondre à une question de compréhension est une tâche assez compliquée parce qu'elle exige et demande des capacités cognitives, c'est-à-dire l'élève doit comprendre une question, faire appel à ses connaissances linguistiques, lexicales, etc. Il doit être capable d'analyser, de synthétiser. Tout ceci entre dans ce processus cognitif. Et finalement, je vous invite vivement à faire attention à votre répartition du temps. Et soyez dans la rigueur, dans l'efficacité et travaillez intelligemment. Vous ne pouvez que gagner en temps et en notes. Finalement, donc, je termine en vous souhaitant bonne chance et en remerciant particulièrement Cissé Mislimi pour sa précieuse collaboration, son encadrement lors de ces séances qui vous sont et ont été adressées. Merci.